Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au sein de l'École de Management de Strasbourg pour ce nouveau rendez-vous sur la conférence, la SPFPL, une nouvelle structure pour votre officine. Alors le contexte de cette conférence s'inscrit au sein de l'École de Management de Strasbourg qui a comme objectif, comme business school, d'avoir une vision projective et d'anticipation notamment dans l'évolution et l'accompagnement de différents métiers. Et pour nous, dans le cadre de l'executive MBA, justement, d'accompagner les pharmaciens d'officine dans le cadre de la mutation de ce métier. Alors justement, les nouvelles structures, les SPFPL ou holding, sont exactement le sujet qu'on traite au sein de l'École de Management de Strasbourg, plus particulièrement au sein de l'executive MBA. Puisque l'objectif de ce diplôme, il est triple. Le premier, c'est une formation de haut niveau en management. Le deuxième objectif, c'est une formation en marketing de haut niveau pour pouvoir appliquer une stratégie gagnante au sein de vos officines et d'intégrer l'évolution métier et le contexte marché en pleine mutation. Et puis surtout d'intégrer le décryptage des pratiques émergentes, la SPFPL en faisant justement partie. Alors un focus succinct des différentes sessions de formation au sein de l'executive MBA. Vous voyez ici les différents modules, le management des ressources humaines, le management de la gestion de projet, 2 modules qui se tiennent sur Paris, le marketing stratégique et le marketing opérationnel pour identifier les leviers stratégiques au sein de votre officine et surtout mettre en application le développement de ces leviers pour atteindre une performance adéquate au sein de vos pharmacies. Et puis d'autres modules clés également dans notre métier, le système d'information, les achats et la logistique et la distribution et les nouvelles structures aujourd'hui de regroupement au sein des officines, l'étude du comportement du consommateur, puisque nous avons effectivement des patients, des clients, mais des consommateurs aujourd'hui. Et puis la gestion administrative, le droit du travail aujourd'hui omniprésent, et puis le merchandising et les techniques de vente. Alors focus faisant aujourd'hui sur une session de l'executive MBA qui est notamment la comptabilité et la finance, où nous traitons depuis l'année dernière la SPFPL. Et c'est justement le cadre de cette conférence, c'est de pouvoir partager avec vous les nouvelles tendances et notamment les nouvelles informations métiers. Alors, la SPFPL, une nouvelle structure pour votre officine. Ce soir particulièrement, il faut savoir que cette conférence est retransmise en direct. Donc, nous serons effectivement en direct sur Internet. Cette conférence est retransmise. On retrouvera également le support de cette présentation sur le site de l'École de Management de Strasbourg. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Et j'ai le plaisir de vous présenter les différents intervenants de la conférence de ce soir. Alors, on va commencer par la gente féminine avec Madame Laurence Stöckel, du cabinet KPMG, qui va introduire ce sujet avec notamment l'analyse fiscale et juridique, ainsi que Maître Clément Haberbruch, qui fera justement cet éclairage juridique quant à la SPFPL. Monsieur Chable, ici présent, du CMPS, Crédit Mutuel Profession Santé, qui est également le partenaire de l'executive MBA, qui vous évoquera justement les montages financiers. Alors avant d'ouvrir cette conférence, nous allons aborder 4 thèmes. Le premier justement, c'est l'analyse fiscale et juridique. Le deuxième sera le montage financier. Troisième point, vous savez qu'on tient à la composante pratico-pratique. On est là pour vous faire un tour d'horizon avec les points clés sur les différents points justement fiscaux et juridiques et financiers, mais surtout d'avoir des cas d'usage, des cas pratiques en officine. Ces cas pratiques, ils seront multiples. Le premier, l'intérêt de la SPFPL pour l'entrée des jeunes pharmaciens, des juniors. Deuxième cas d'usage, également important aujourd'hui, c'est la sortie des seniors, donc pharmaciens titulaires. Autre cas d'usage, vous le verrez, la SPFPL est une structure qui permet une nouvelle organisation métier au sein de nos officines. Et puis, on évoquera également un point important qui est comment sortir de cette structure, mais on le verra effectivement ultérieurement. On va tout d'abord faire le point avec Madame Stöckel, savoir effectivement qu'est-ce que la SPFPL est resté très concret ce soir. Merci Marie et bonsoir à tous. Donc effectivement, nous allons voir pourquoi on parle de SPFPL, pourquoi aujourd'hui cette SPFPL est intéressante.
Alors, dans un premier temps, la SPFPL est intéressante parce qu'il y a beaucoup de SEL. Aujourd'hui, quasiment toutes les officines sont structurées en SEL. Il y a encore des entreprises individuelles, mais il y a quelques années, il y a 20 ans en arrière, entre guillemets, la majorité, c'était des entreprises individuelles ou des SNC. Aujourd'hui, on est plutôt dans une structure en forme de SEL. Et donc, on a des sociétés. Donc, qui dit société, dit part sociale. Donc, pour l'instant, jusqu'à présent, enfin jusqu'en 2013, on vendait souvent principalement des fonds de commerce. Aujourd'hui, on peut vendre des parts sociales de pharmacie, donc des parts sociales de SEL. Et donc, c'est depuis le décret du 4 juin 2013 que ce décret a concrétisé et précisé les modalités de cession des parts sociales de SPFPL. Et donc, bon, c'était déjà dans les textes du Code de la santé publique, mais ce décret, tout le monde l'attendait. Ça fait bien 5 ans qu'il a mijoté dans les tuyaux et on va dire il avait été impatiemment attendu. Donc, c'est quoi une SPFPL? Parce que c'est un nom un peu barbare. Donc, c'est une société de participation financière pour les professions libérales. Ou, tout simplement, en plus court, c'est un holding, donc, qui vient donc du mot to hold, détenir des parts sociales. Donc, le holding, c'est avant tout un instrument d'organisation et de gestion d'un groupe de sociétés. Et c'est aussi un outil d'investissement professionnel et non pas, comme on pourrait souvent l'entendre, un outil de gestion patrimoniale. Et principalement pour le pharmacien, on parle plutôt d'investissement professionnel. Parce qu'on le verra, quand M. Haberbusch fera sa présentation, l'objet social est un peu plus restreint. Donc le holding, l'intérêt, c'est principalement un intérêt financier, parce qu'il y a un vrai effet de levier si on a un holding pour acheter des parts sociales. On verra pourquoi. Et en plus de ça, on a un effet multiplicateur qui est l'intérêt fiscal, d'un point de vue de déduction des charges sociales, mais aussi d'un point de vue de distribution de dividendes. On verra tout ça en détail. Alors pourquoi on parle d'effet de levier financier? Alors je vous ai mis au tableau en fait un petit cas concret d'une officine où on peut se poser la question, les parts sociales ont été achetées par qui? Soit elles ont été achetées par le pharmacien, le titulaire en direct, en tant que personne physique, soit elles ont été achetées dans le cadre d'une SPFPL. Alors les deux dernières colonnes, on a une catégorie SPFPL régime mère-fille et une deuxième catégorie, une SPFPL avec un régime d'intégration fiscale. J'y reviendrai. Mais tout d'abord, je vais vous exposer le cas par rapport aux personnes physiques. Donc si un pharmacien ou une pharmacienne achète une officine, c'est une officine qui fait à peu près 2 millions de chiffre d'affaires, avec 1,7 million, on va dire, de charges. À ce niveau-là, se déduisent aussi la rémunération du titulaire pour 80 000 €, grosso modo, et qui dégage donc un résultat avant impôt de l'ordre de 200 000 €. À ça, naturellement, il faut déduire l'impôt sur les sociétés, calculé à 60 000 €, ce qui dégage un résultat net de 140 000 €. Jusqu'à présent, donc, comme c'est le titulaire qui détient cette officine, il a acheté ses parts sociales à titre privé avec un emprunt. Il faut bien qu'il récupère un maximum de trésorerie pour rembourser son emprunt. Donc on part du principe que quasiment la totalité de son résultat, il va se le distribuer. Donc on est parti du principe qu'il distribuait les 95% du résultat pour arriver donc en dessous à une distribution de 133 000 qui lui donne donc un disponible total de 213 000 compte tenu de la rémunération qu'il a touchée au-dessus. L'impôt sur le revenu qu'il va payer compte tenu de sa rémunération et de la distribution de dividendes va être de l'ordre de 43 000 € en partant du principe qu'il est marié, etc. Ce qui lui donne donc un net disponible de 170 000 € après impôt. Mais avec ça, il va rembourser son emprunt pour 150 000 € en partant du principe que c'était un emprunt, grosso modo, d'1,4 million sur 12 ans. Et on se rend compte qu'il finalement, au final, lui reste juste un disponible pour vivre de 20 000 €. Ce qui n'est... Oui. Excusez-moi. Par rapport au gérant, donc normalement, le capital, il est pas au niveau de la pharmacie, on est en société? Là, on est en société.
et c'est le titulaire de la pharmacie qui a acheté ses parts sociales à titre personnel. Achat de parts sociales. On compare la SPFPL qui achète des parts sociales. Il faut bien préciser que le rôle de la SPFPL n'est que de détenir des parts sociales. Son objet social, c'est détenir des parts sociales. Parce que dans le cas de l'achat de fonds de commerce, la problématique change complètement. Voilà, là on ne parle que de SPFPL qui détiennent des parts sociales comparé à un titulaire qui achète ses parts sociales en direct. Excusez-moi, Oui. Laurence, de t'interrompre. J'avais omis en introduction, vous précisez effectivement que c'est un échange et toutes les questions sont les bienvenues, mais pour que ce soit audible pour l'ensemble de la salle, je vous propose de poser vos questions à la fin. Comme ça, je pourrais effectivement vous transmettre le micro et qu'on puisse échanger pour que tout le monde puisse entendre les questions effectivement clés. Alors j'espère que ça a été clair pour tous quant à cette réponse, et puis gardez bien l'ensemble de vos questions, elles sont évidemment les bienvenues. Ensuite, au niveau, donc on compare maintenant à une situation, ce n'est pas le titulaire qui achète les parts sociales, mais c'est une société, donc une SPFPL, qui a acheté les parts sociales, donc qui a acheté les parts sociales de la pharmacie. Donc là, la pharmacie, on a toujours le même résultat, ça ne change pas. Par contre, là, dans ce cas-là, quand la pharmacie va faire sa distribution de dividendes, ils vont remonter dans la SPFPL et non pas direct chez le titulaire. Donc, ils vont remonter chez la SPFPL. Donc, dans une SPFPL, on déduit les intérêts des emprunts de 60 000 € et va apparaître un résultat de 73 000 €. Au niveau d'une SPFPL avec un régime mère-fille, en fait, on a une disposition fiscale qui dit qu'à partir du moment où les dividendes qui viennent de la SEL, donc de la pharmacie, ont déjà été taxés à l'impôt sur les sociétés. Donc en fait, elles sont quasiment pas taxées. Il y a juste 5% du montant des dividendes qui sont taxés. C'est pour ça qu'en fait, on va avoir un résultat fiscal qui va être négatif puisqu'on ne va pas tenir compte des distributions de dividendes ou une part très minime. Donc en fait, le résultat fiscal va être une perte puisqu'on a les intérêts des emprunts qui sont déductibles et donc qui vont donc forcément générer un déficit fiscal. C'est pour ça que dans la SPFPL, du coup, il n'y a pas de résultat. Enfin, pas d'IS. Pareil, restreint disponible de 73 000 € qui va servir à rembourser l'emprunt, la quote-part de capital puisque les intérêts sont déjà au-dessus, donc 90 000 €. Il manque 17 000 € que devra forcément apporter le titulaire. On retrouve donc en dessous la situation de trésorerie du titulaire qui se retrouve avec une rémunération uniquement de 80 000 €, puisque les dividendes sont allés dans la SPFPL. Par contre, ce n'est pas lui qui a remboursé l'emprunt, c'est la SPFPL qui a remboursé l'emprunt. Lui, par contre, il devra payer les fameux 17 000 € d'avance de trésorerie qui devront être comblés et remontés dans la SPFPL. Donc au final, par rapport à la situation d'avant, il se retrouve avec un disponible net quand même de 55 000 € contre 20 000 €. Enfin, cerise sur le gâteau, une SPFPL avec intégration fiscale. Donc c'est une option fiscale qu'on peut exercer à partir du moment où la SPFPL détient 95% des parts sociales de la pharmacie. Uniquement dans ce cas-là, on peut faire une option pour une intégration fiscale. Dans ce cadre-là, en fait, la SPFPL, le résultat, en fait, on n'a qu'un résultat commun. On cumule les deux résultats entre la pharmacie et la SPFPL. Ça veut dire que les intérêts des emprunts, quelque part, s'imputent directement sur le résultat fiscal de la pharmacie. Par conséquent, on aura un résultat, un impôt sur les sociétés quand même à calculer, mais qu'on n'aura pas calculé au niveau de la pharmacie, mais c'est la holding qui va le payer. Et on se retrouve donc toujours avec un disponible relativement suffisant aujourd'hui pour payer le remboursement de l'emprunt. Donc là, en l'occurrence, le titulaire n'aura même plus à verser les 17 000 € qu'on avait précédemment, pour finalement se retrouver chez le titulaire, donc encore avec un disponible de 17 000 € supérieur. Donc on voit bien qu'au niveau des trois comparaisons, c'est vraiment
la situation, je dirais, de l'intégration fiscale qui, d'un point de vue financier, est le plus intéressant pour le titulaire, et celle où il détient les parts sociales en direct, c'est celle où c'est le moins intéressant. En plus, enfin ça revient, je dirais, par rapport à ce que j'ai déjà expliqué avant, au niveau de la fiscalité des personnes physiques. En général, on a vu avant que les intérêts au niveau, enfin je vais d'abord faire les personnes morales, la fiscalité des personnes morales, en fait, les intérêts sont totalement déductibles. Donc les intérêts que paye la SPFPL pour le rachat des parts sociales lorsqu'elle souscrit un emprunt est complètement déductible. Par contre, si c'est la personne physique qui achète ses propres parts sociales, il y a quelques années, elle avait possibilité de les déduire au niveau de son impôt sur le revenu. Aujourd'hui, cette disposition a été largement limitée. Et aujourd'hui, en fait, si une personne achète des parts sociales, les intérêts d'emprunt pour lesquels elle a souscrit, en fait, elle ne pourra les déduire qu'à hauteur d'un équivalent de 3 années de salaire. Je m'explique. Si elle souscrit un emprunt pour 1 million, elle aura, je dirais, des intérêts qui seront calculés sur le million. Par contre, d'un point de vue de déductibilité, par exemple, si elle prend 50 000 € de rémunération, elle ne pourra déduire que 3 fois 50 000, donc 150 000 qui seront sa base pour le calcul. C'est-à-dire on va faire un prorata du montant des intérêts multiplié par 150 000 divisé par 1 million, donc une règle de 3. Et c'est que 150e ou par millième par rapport à ce montant d'intérêt qu'on pourra déduire. Alors, ce montant, on pourra le déduire dans le cadre des frais réels. C'est-à-dire, quand vous déclarez votre salaire, vous avez tous un abattement de 10%, en règle générale, si vous n'optez pas pour les frais réels. Donc, si vous voulez déduire les intérêts, en fait, il faut opter pour les frais réels et donc déduire les intérêts à ce niveau-là. À ce moment-là, les 10% sur l'abattement pour les salaires ne s'appliquera plus. Donc c'est quand même nettement moins intéressant en montant de déductibilité. Au niveau de la fiscalité des personnes, comme je l'ai dit, les intérêts sont totalement déductibles et s'imputent donc sur les produits du holding, comme on l'a vu, qui sont très, très faibles lorsque c'est un holding sans intégration fiscale. Avec une intégration fiscale, ils viennent s'imputer sur le résultat de la société et donc de la pharmacie. Et on peut éventuellement avoir un holding mixte, ce qu'on appelle mixte, c'est-à-dire que c'est un holding aussi qui facture des prestations. Alors on pourrait très bien imaginer qu'il y a une SPFPL qui détienne plusieurs pharmacies avec des participations distinctes. Dans ce cadre-là, la holding pourrait éventuellement embaucher un comptable, par exemple, pour l'ensemble des trois pharmacies et refacturer des prestations de comptabilité à chaque entité. Donc c'est pour ça on appelle ça un holding mixte, parce qu'il y aurait des frais de refacturation administrative. Donc, intérêt complémentaire, puisqu'il n'y a pas de déduction au niveau des intérêts pour les personnes physiques, ou très peu. Enfin, pour les dividendes aussi, on a un intérêt indéniable, puisque vous savez tous que dans les SEL, si on fait une distribution de dividendes pour un gérant majoritaire, donc le titulaire, il paye et de l'impôt sur le revenu et des charges sociales. Donc ça, c'est si le titulaire détient ses parts sociales en direct. Si par contre, on passe par une SPFPL, on est exonéré de charges sociales. La SPFPL ne paye pas de charges sociales. Ah, petit ennui. Donc, comme mon exemple de charge sociale, on n'a plus de diapositive. Voilà. Okay. Voilà. Donc, si c'est la... Comment je disais, si c'est la... On avait les personnes physiques
avec l'imposition et la déduction des charges sociales, il reste un net disponible de 64 000 dans un cas, enfin s'il est célibataire, ou 70 000. Par contre, si on le remonte au niveau d'une société, les dividendes nets disponibles au niveau de la SPFPL sont quand même de 98 000 euros. Donc, et peut-être même encore un chouïa en plus si on a un régime d'intégration fiscale. Mais ce qui montre bien qu'en termes de financement, plus on achète des parts sociales à titre personnel, plus aujourd'hui, entre guillemets, on a une capacité de financement limitée. Alors que si on acquiert via un holding, on a une possibilité de financement beaucoup plus élevée. Alors pour avoir pris un exemple, pour une officine à racheter qui fait à peu près 1,8 million de chiffre d'affaires, qui a une rentabilité une marge à 30%, quelques charges externes, et on dégage un EBE de l'ordre de 257 000 euros, un résultat net de 180 000. Avec ça, je dirais, ce type d'officine, on se rend compte que si on achète ce type d'officine à titre personnel, on peut arriver à un financement jusqu'à 1 130 000, alors que si on passe par un holding en régime classique, on est à 1 750 000, et avec un régime d'intégration fiscale, on arrive quand même à financer 1 950 000 euros, ce qui n'est quand même pas négligeable dans la situation actuelle. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, en cas de, je dirais, de rachat de parts sociales, tout le monde connaît aujourd'hui, on va dire, la valorisation d'un fonds de commerce, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires ou c'est un pourcentage de l'EBE, encore plus l'EBE aujourd'hui. Par contre, la valorisation des parts sociales, c'est pareil, c'est une valeur d'actif, donc une valeur de fonds de commerce, mais déduction faite du passif. Donc, ce qui veut dire, si aujourd'hui vous voulez racheter une officine qui a encore des emprunts en cours, ça réduit quand même considérablement la valeur de rachat. Donc, on ne parle pas forcément de la même chose en termes de prix. Racheter un fonds de commerce par rapport à un rachat de parts sociales, on peut avoir une distorsion, et donc la différence venant principalement de l'endettement de la pharmacie, l'endettement existant encore. Je vais laisser la parole à M. Albrebuch pour voir les différentes caractéristiques juridiques de la holding. Bien. Bonjour à tous. Je vais revenir juste sur 2 points qu'a évoqué Laurence, mais qui me semblaient importants. Le premier, c'est l'objet de la SPFPL. J'insiste là-dessus. Une SPFPL, ça a pour objet uniquement de détenir des titres. Et c'est très important parce que ça ne concerne pas du tout les entreprises individuelles pour l'instant. Les entreprises individuelles, avant de pouvoir s'intéresser au SPFPL, elles doivent d'abord imaginer de passer en SEL. Ce qui sont souvent des opérations lourdes et qui nécessitent parfois des vérifications en amont et qui sont des opérations relativement compliquées. Donc, on a un objet qui est restreint, qui est uniquement détenir des parts de SEL, que ce soit des CELARL ou des CELAS. Et accessoirement, on y reviendra un peu plus tard, éventuellement de facturer des prestations aux SEL dont elles détiennent des participations. Donc vraiment, on a une holding, donc to hold, Laurence l'a très bien dit tout à l'heure, donc on garde des parts sociales ou des titres, mais on a un objet très restreint, et cet objet restreint, il se limite en fait aux professionnels, et Laurence l'a aussi un peu dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas un outil de gestion patrimoniale, comme une holding classique. Par exemple, s'il y en a dans la salle qui ont des amis biologistes, les biologistes médicaux, ils ont le droit à 25% dans leur SEL d'entrer des holdings qui sont des véritables holdings patrimoniales. Et ensuite, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur holding. Les SPFPL, on nous a restreint notre champ d'action et on a uniquement la détention de parts et éventuellement la prestation de services. Donc c'est déjà une des premières choses, c'est que c'est un champ d'action limité et c'est vraiment un outil de gestion professionnelle, j'insiste là-dessus. Et deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est l'intérêt de la SPFPL. On appelle ça, Laurence l'a un peu dit aussi avant, un effet de levier. En fait, il y a un triple effet de levier, c'est un terme un peu barbare. Mais une SPFPL, ça permet en fait, tout ce qu'a dit Laurence tout à l'heure, de réduire la charge fiscale quand on acquiert des parts sociales. C'est ça l'effet de levier fiscal. On réduit la charge d'impôt, tous les calculs l'ont très bien montré.
Deuxième effet, c'est un effet financier, un effet de levier financier, qui permet en fait d'endetter une autre structure qu'une personne physique et de lever des fonds plus facilement, donc d'acquérir des parts plus facilement. Et dernier point, c'est un effet de levier juridique. Alors c'est un peu plus complexe, mais si vous voulez, si vous avez 51% du capital d'une SPFPL, qui elle-même a 51% du capital d'une SEL, vous contrôlez une SEL avec uniquement 51% du capital. Donc il y a un effet de levier. Ça nous permet de contrôler des sociétés avec pas forcément 100% du capital. La répartition, donc je viens sur la répartition du capital. Là aussi, on a des règles très, très strictes sur la répartition du capital des SPFPL. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles sont exclusivement le capital, donc la détention des parts de cette SPFPL-là, est réservée aux pharmaciens. Il n'y a pas de tiers qui peuvent entrer. C'est très important, et c'est comme pour la SEL, en tout cas chez les pharmaciens, on ne fait rentrer que des pharmaciens. Alors la petite nouveauté dans les SPFPL, c'est qu'on peut faire rentrer des adjoints au capital de la SPFPL, alors qu'on ne pouvait pas le faire et on ne peut pas le faire dans la SEL. Ça peut ouvrir éventuellement des perspectives, faire entrer son adjoint, qui ne contrôlerait pas la SPFPL en dessous, mais moi je peux faire entrer mon adjoint si je suis pharmacien titulaire et éventuellement l'intéresser à la reprise de la SPFPL après. C'est une nouveauté qui permet éventuellement déjà d'intégrer les adjoints dans le processus d'acquisition du capital d'une SEL. Le complément, donc en fait, la répartition du capital, c'est 50 plus une part au minimum par des pharmaciens exerçant dans la SEL. Et le complément qui peut être détenu également par des pharmaciens. Alors c'est les anciens ayants droit pendant 10 ans, c'est des situations qu'on voit rarement en pratique, mais ça peut arriver, hein, les ayants droit pendant 10 ans, pendant 5 ans, pardon, et les retraités en fait pendant 10 ans. Donc je peux arrêter je peux cesser ma fonction de pharmacien titulaire et garder en fait pendant 10 ans des parts de SPFPL. Ces règles-là, elles sont toujours articulées avec les règles de détention des SEL. La SEL, elle est toujours détenue à 50 plus 1 par les pharmaciens titulaires et le reste par éventuellement d'autres pharmaciens des extérieurs ou d'autres SEL, hein, à 49% maximum. Donc c'est toujours deux niveaux de réflexion. Dès qu'on intègre la SPFPL, il y a le niveau de réflexion de la détention du capital au niveau de la SEL et la détention du capital au niveau de la SPFPL. Ça peut faire des cas très compliqués, notamment quand il y a des SPFPL à plusieurs pharmaciens pour vérifier que le contrôle est bien exercé dans la SEL par le pharmacien titulaire de la SEL. Petit rappel, pour ceux qui l'auraient oublié, un pharmacien titulaire doit toujours au minimum détenir 5% en direct de sa SEL. Et ça le décret de 2013 dont a parlé Laurence tout à l'heure n'est pas revenu là-dessus, hein, même si on a un petit doute juridique, mais 5% du capital doit être détenu en direct par le pharmacien exerçant toujours. Un pharmacien, lui, ne peut détenir des participations directes ou indirectes que dans 4 SEL, autre que celle dans laquelle il exerce. Donc on a 5 en fait, participations pour le pharmacien, la sienne et 4 autres. Une SEL ne peut détenir des participations que dans 4 SEL, donc là encore on a une limitation. Pour les pharmaciens investisseurs qui ont déjà leur SEL, qui ont envie de prendre des participations dans les autres SEL, ils sont vite limités, parce qu'on a 4 participations uniquement. Donc ça fait l'objet aussi de vérifications assez importantes. Et dernier point, une société holding ne peut pas rentrer évidemment au capital de la SPFPL, c'est ce que j'ai dit avant, hein. Interdiction de faire rentrer des investisseurs à la SPFPL, uniquement détenus en vase clos, en tout cas pour l'instant, par les pharmaciens. Donc, l'avantage de la SPFPL, et ça rejoint un peu ce qu'a dit Laurence, c'est de pouvoir acquérir en fait plus de 49% des droits de vote de la SEL. Si je prends une participation avec une SEL et que je suis pharmacien installé avec une SEL, que je prends une participation dans une autre SEL, je peux monter que à 49%. Sinon, je vais à l'encontre des règles de détention de la SEL. Mon pharmacien titulaire aura plus 50 plus une voix. Par contre, avec une SPFPL, pour peu que j'exerce dans la SEL en dessous, je peux monter au capital à 95%, ce qui me permet de bénéficier du régime d'intégration fiscale dont parlait Laurence tout à l'heure. Ce régime, en 2 mots, vous l'avez compris, je pense, mais je le répète parce que des fois c'est
un peu ardue cette technique fiscale, mais ça permet de compenser les résultats de la SEL avec ceux de la SPFPL. Donc si je fais un bénéfice dans ma SEL, ce qui est le cas, on l'espère pour tous, et qu'en haut, je me suis endetté et que j'ai des emprunts à rembourser, ben je peux compenser l'un avec l'autre et payer moins d'impôts. C'est aussi simple que ça. Dernier point sur les prises de participation. Et là, on est encore très vite limité, et ça, j'espère à titre personnel, et pour vous, que ça puisse changer un jour. Les SPFPL sont bloqués à 3 SEL. Donc c'est pareil, si je suis un pharmacien investisseur et que j'ai envie d'aller chercher des participations dans les SEL, je suis vite limité, avec ma SEL aux limitations que j'ai dit avant à 4, et avec la SPFPL encore plus à 3. Ce qui pour moi est un peu une hérésie, puisqu'une SEL peut aller chercher plus de participation qu'une SPFPL. Sur la constitution d'une SEL, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on doit passer par l'ordre obligatoirement. Une SPFPL est toujours constituée sous condition suspensive de son inscription à l'ordre. Donc l'ordre a un droit de regard qui est extrêmement poussé sur tout ce qu'on fait et sur la constitution de la SPFPL. En général, en pratique, c'est rare de passer une SPFPL sans avoir des remarques de forme, de pure forme, mais quand même de l'ordre, qui estime qu'un point ou un autre n'est pas tout à fait clair ou doit être précisé. Alors on essaye, je pense que les services de l'ordre évoluent aussi avec la pratique. Nous, praticiens, on essaye de faire passer des nouveautés, parce qu'effectivement les SPFPL, ça ouvre le champ à extrêmement de possibilités juridiques et technico-financières que l'ordre n'est pas forcément à même de comprendre tout de suite, mais là-dessus, il y a un travail d'échange et de pédagogie qui est fait pour essayer de faire passer nos nouvelles opérations, au service des pharmaciens évidemment, vis-à-vis de l'ordre. Une SPFPL, pour rappel aussi, c'est une société commerciale. Donc ça veut dire que ça a une forme de SARL, de SA ou de SAS. Ça, c'est important. Ça veut dire que vous êtes, comme pour les CELARL ou les CELAS, là-dessus, on a 2 formes juridiques qui vont être prédominantes. C'est la SARL. Pour rappel, la SARL est dirigée par un gérant. En général, son gérant majoritaire est au RSI. Et la SAS, qui est dirigée par un président, et en général aussi, sauf exception, qui lui est au régime général. Donc c'est pareil dans les SPFPL. Un gérant, un dirigeant, SARL ou SAS. Avec les SAS qui sont divisés le capital d'une SAS est divisé en actions. On parle d'actions, pour les SARL, on parle de parts. C'est comme pour les CELARL et les CELAS. Et dernier point, obligatoire, mais qui semble logique vu la capacité de fermeture de ces SPFPL, les dirigeants de la SPFPL, c'est toujours des pharmaciens. Je laisse la parole à M. Chable. Merci Maître pour cet éclairage juridique. Et Monsieur Chable, donc, à présent, va nous donner les informations pratiques de mise en place du montage financier de la SPFPL, puisqu'il y a une forte expérience du Crédit Mutuel des professions de santé. Alors, forte expérience, même si la structure est récente. Mais justement, il va pouvoir vous faire part des différents montages et des dossiers qui sont passés ces derniers mois au sein du CMPS. Tout à fait. Bonsoir à tous. Donc pour le financement de la SPFPL et de la CELAL, nous allons d'abord faire quelques rappels. Bien sûr, un outil financier, à condition de respecter quelques principes de base, comme le rapport entre l'endettement et la rentabilité. À savoir, il faut que l'EBE soit bien sûr suffisant pour faire face aux annuités. L'objectif étant de vivre pour le pharmacien, il s'agit d'adapter la rémunération du pharmacien aussi à la rentabilité. On peut très bien imaginer une rémunération qui va progressivement en parallèle du désendettement. Enfin, une survalorisation risque d'hypothéquer l'avenir en freinant les capacités. À savoir si un fonds de commerce est acheté trop cher ou si les parts d'une SEL sont achetées trop chères, l'endettement risque d'être trop lourd pour la pharmacie et on risque d'avoir une trésorerie tendue et ça empêcherait, le cas échéant, d'avoir des projets, notamment dans le cadre d'un projet de transfert d'une officine qui revient toujours assez cher, ou dans le cadre de nouveaux matériels, ou éventuellement aussi dans le cadre d'une prise de participation dans une autre SEL, comme ça a été noté tout à l'heure. Les règles de prudence concernant le montage financier, respect d'un apport, on discute beaucoup de l'apport, en moyenne 20%.
Les statistiques ou les informations nous indiquent qu'en 2014, l'apport moyen sur les dossiers de financement était de l'ordre de 23%. Selon la rentabilité, selon les cas, nous faisons preuve peut-être dans certains cas de plus de souplesse en acceptant un apport de l'ordre de 15%. Ensuite, on vérifie bien si ça correspond aussi, l'emprunt correspond aux capacités de remboursement de la structure. La règle consiste également à limiter l'endettement. La diapo vous dit 85% de la valeur du fonds, 90 en région Alsace, j'ai plutôt envie de dire 90 dans le Bas-Rhin. Sachant que dans le Haut-Rhin, les fonds d'officine coûtent en général quand même moins cher. Les fonds à Mulhouse reviennent moins cher que les fonds à Strasbourg, indéniablement, c'est connu. Ah, je suis bloqué, je crois. On y va ? Alors, il est vrai que les fonds aujourd'hui sont autour de 90% pour la région Alsace et plus particulièrement du Bas-Rhin. Et si on prend l'indice Interfimo au niveau national, on est plutôt aux alentours de 80%, l'estimation des fonds en officine aujourd'hui. Voilà, ça va le faire. Ensuite, il faut que la capacité d'autofinancement, le résultat plus les amortissements, soit suffisant pour rembourser l'endettement. Il ne sert à rien d'avoir un gros endettement et que derrière on sait pertinemment que la capacité d'autofinancement sera insuffisante. Donc, ce qui permettrait aussi, qui mettrait l'officine en difficulté, notamment par rapport à la banque, notamment par rapport aux répartiteurs, ce qui serait, et ça éviterait aussi de négocier des tarifs avantageux chez le répartiteur. Enfin, si l'endettement est trop important, on peut difficilement envisager des travaux futurs, comme les réaménagements, voire les participations dans d'autres selles, comme l'a signalé Maître Abermuche. Ce que nous préconisons au CMPS, en général, c'est des financements sur 12 ans, avec 5 mois de franchise. Les 12 ans, qui nous paraît correct par rapport à la durée de financement d'un fonds d'officine, logiquement, rappelez-vous, les fonds de commerce, c'est 7 ans, ça passait à 10 ans, on passe aujourd'hui à 12 ans, voire certaines banques passent à 15 ans. On préfère retenir chez nous la durée de 12 ans, sachant qu'on accorde cette franchise. Pour vous donner une idée, une franchise de 5 mois sur 1 million d'euros vous fait économiser les 5 premiers mois 36 000 euros de trésorerie, donc 2 millions le double, ainsi de suite. Donc on accorde cette facilité pour rentrer en compte, sachant aussi qu'entre 12 et 15 ans, le surcoût pour 1 million est de 36 000 euros, pour 2 millions donc est de 72 000 euros. Donc en allant dès le départ sur 15 ans, on réduit ses chances de restructurer son prêt par la suite. Donc 12 ans, le cas échéant, si on a des difficultés en cours de route, on pourra très bien aller plus facilement sur 15 ans par la suite. Alors, comment cela se passe-t-il ? On constitue deux dossiers de financement, un pour la structure de la CELAL, un pour la structure SPFPL. Pour la CEL, évidemment, on reprend les prêts de la pharmacie et notamment les projets qui seraient à venir, du style des travaux, des investissements, des agencements, investissements divers, qui seraient toujours collés sur le prêt de la CELAL, alors que la SPF, on financerait la valorisation des parts. Sur la SPF, dans la mesure où, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a des remboursements qui se font par l'intermédiaire des dividendes, on peut très bien imaginer un remboursement annuel sur le prêt de la SPF, sachant que un remboursement mensuel est tout à fait possible, qu'on pourrait comptabiliser sous forme d'acompte de dividendes. Quelle garantie ? Aujourd'hui, vous le savez ou peut-être pas, la SPFPL ne peut pas prendre le fonds de commerce en garantie. La mère ne peut pas prendre le fonds de la fille en tant que garantie. Donc, concernant le prêt de la CELAL, on a toujours le nantissement du fonds de commerce. Par contre, concernant la holding,
soit souvent c'est le pharmacien qui doit donner en hypothèque sa résidence principale. Au Crédit Mutuel, nous avons mis en place une solution qui s'appelle ACM Caution. C'est quoi? C'est les assurances du Crédit Mutuel qui ont créé un fonds de garantie qui interviennent en garantie du prêt de la SPF à hauteur de 50% du montant, à savoir si on fait un prêt d'1 million d'euros, les ACM Caution garantit la moitié, à savoir 50%, l'autre moitié étant garantie par le pharmacien lui-même. Par contre, si vous avez un prêt d'1 million accordé sur une SPF, il est compliqué pour une banque d'avoir une garantie, sauf à avoir, le cas échéant, une hypothèque sur un bien immobilier. Quel est le coût de cette garantie? ACM Caution est donc un fonds de garantie à prime unique, 1,30% à la mise en place. Donc sur le maximum 500 000, on a une cotisation, une prime unique de l'ordre de 6 500 €. Donc c'est toujours en rapport avec la moitié du prêt accordé à la SPFPL. Et je me répète, cette prime est unique et donc n'est pas à repayer les années suivantes. Donc si on le compare sur la durée du prêt, c'est finalement un coût de revient, je dirais, très minime par rapport à la somme qui est empruntée et par rapport au fait que ce fonds de caution vous accorde ou nous accorde aussi la garantie en cas de difficulté de remboursement du prêt. Voilà, je crois que c'est tout, Marie. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Chable, pour cet éclairage sur le montage financier. Il est clair que on comprend aujourd'hui la nécessité dans ce dossier de la garantie bancaire. Et là, vous avez effectivement une particularité au sein du CMPS qui permet de garantir justement la composante bancaire pour ce type de structure, puisque tout est naissant. Donc les banques s'adaptent aussi quant au niveau de garantie attendu. Et puis, un point important aussi qu'on a évoqué, c'est l'apport. L'apport aujourd'hui, dans le cadre d'une installation, 20 à 23%, c'est colossal, pratiquement un quart aujourd'hui pour un pharmacien ou voire un jeune pharmacien, puisqu'il y a des jeunes au sein de cette salle. Donc, il est vrai que la SPFPL permet aussi un effet, on va dire, de levier ou d'artifice pour diminuer cet apport. Et ça, c'est une belle perspective pour les jeunes pharmaciens ici présents et pour le futur de notre métier pour conserver le maillage officinal. Alors, je vais laisser maintenant à nouveau la parole à Maître Aberbruch, puisqu'on tient effectivement à vous apporter des cas pratiques. Alors, honneur aux jeunes tout d'abord, avec les jeunes pharmaciens et l'intérêt justement de la SPFPL pour l'entrée en matière des jeunes pharmaciens quant à la titularisation. Et Maître Aberbruch va aborder ce cas plus que pratique. J'abonde dans le sens de Marie, sans faire de pub pour le CMPS. C'est quelque chose de très intéressant qu'on voit rarement dans les dossiers, une banque qui aide en fait les jeunes, parce que c'est un vrai casse-tête de trouver des garanties pour une banque sur des jeunes pharmaciens. Et ce fonds de garantie à 50%, c'est pour moi une aubaine, parce qu'on préfère toujours avoir un ACM Caution qui arrive à 50% plutôt que de mettre en hypothèque sa résidence principale. Et ça rejoint exactement les questions d'entrée des jeunes pharmaciens, parce que pour moi, c'est un des intérêts principaux et prépondérants de la SPFPL. On l'a déjà un peu dit, mais on le répète, c'est souscrire un emprunt par une société et pas à titre personnel. Donc le cas pratique, c'est le suivant, hein. C'est je suis un jeune pharmacien et j'ai trouvé une pharmacie dans laquelle je veux m'associer avec un titulaire en place qui est, par exemple, par hypothèse, à 10 ans de la retraite, et je vais faire mon entrée progressivement au capital de la SEL. Pour ce faire, pour aller prendre, par exemple, 49% du capital de la SEL où j'ai mon titulaire, je peux souscrire mon emprunt à titre personnel, ou alors je peux passer par une SPFPL. Le jeune pharmacien entrant ne peut pas passer par une SEL par essence, et donc a juste ces deux options. Pour tous les avantages qu'on a déjà dit avant, c'est-à-dire la remontée des dividendes en franchise d'impôt, la souscription de l'emprunt par le jeune pharmacien entrant, est facilitée.
Monsieur Chab l'a dit aussi, et c'est un point sur lequel je reviens parce que c'est très important, appréhender les besoins du pharmacien entrant. C'est-à-dire que le pharmacien entrant, il aura sa rémunération, mais sur cette rémunération, il ne remboursera pas l'emprunt. Le remboursement de l'emprunt se fait par les remontées de dividendes de la SEL. Et donc ces remontées de dividendes-là, elles ne seront pas appréhendées par le pharmacien, le jeune pharmacien. Donc il faut absolument faire un business plan, un plan de financement concret pour voir si on arrive quand même à payer le jeune pharmacien en rémunération et à distribuer suffisamment de dividendes qui vont remonter dans la SEL et servir à rembourser l'emprunt. C'est tout le jeu en fait des discussions d'association entre un ancien pharmacien installé et un jeune pharmacien entrant. Avec la question des garanties bancaires, on l'a dit, qui est aussi primordiale en fait pour le jeune entrant. Voilà un schéma assez classique, par exemple avec 2 titulaires A et B, non, voire même 3 titulaires, bon, c'est un peu plus rare, mais et un nouvel associé qui, en fait, au lieu de souscrire un emprunt à titre personnel, va constituer lui-même une SPFPL, où il est associé à 100%, donc il a le contrôle complet de cette SPFPL. Il va évidemment prendre 5% en direct, ça c'est obligatoire, s'il veut être titulaire dans la SEL. Et donc les remboursements d'emprunts vont se faire dans la SPFPL. Et, ça, et comme on l'a vu dans les calculs du début, ça améliore le net disponible, donc le revenu qui est affecté au remboursement de l'emprunt est amélioré. Et là, je laisse la parole à Laurence. Alors, Laurence Stöckel va maintenant dépeindre un autre cas d'usage qui est justement les désendettements du pharmacien. Ça aussi, c'est d'actualité aujourd'hui. On a évoqué tout à l'heure, effectivement, qu'on espérait avoir un résultat positif, mais on le sait aujourd'hui que les bilans sont de plus en plus serrés, si je puis dire, et que ça peut être une structure intéressante quant au désendettement. Alors, quand on parle de désendettement du pharmacien, en fait, il faut voir le cas du pharmacien qui a dû acheter des parts sociales de SEL, par exemple, avant que le décret de 2013 soit sorti. Donc, au lieu d'acheter un fonds de commerce, c'était un courageux, il avait déjà acheté, lui, des parts sociales. On en a eu quelques-uns. Et en fait, il se retrouve aujourd'hui avec un endettement à titre personnel et donc, comme on l'a vu, avec forcément un disponible à titre personnel qui n'est pas très alléchant. Donc, on peut très bien imaginer que ce pharmacien, par le biais de la SPFPL, refinance, en fait, il se vend quelque part les titres qu'il détient à titre personnel, il les revend à une SPFPL qu'il crée, qui, elle, va faire un financement, un emprunt, pour lui repayer ses parts sociales. Donc, en fait, il se les revend à lui-même. L'inconvénient, c'est qu'au passage, on repaye des droits d'enregistrement, etc. Mais on s'est quand même rendu compte que... Après, il y a une notion de valorisation de parts, etc. aussi, pour voir s'il y a une plus-value ou pas de plus-value. Mais avec les nouvelles dispositions d'exonération de plus-value qui ont été mises en place en cas de cession de titres, ça peut éventuellement être intéressant. Donc, ça permet aussi, par ce même biais, éventuellement de se refinancer à titre personnel. Parce qu'il a acheté, par exemple, des parts à titre personnel pour 500 000 €. Il en a déjà remboursé une partie, il reste peut-être plus qu'un endettement de 400 000 €. Donc il va revendre les parts à la SPFPL. La SPFPL va toucher, entre guillemets, va lui repayer 500 000 €. Donc lui, il va rembourser avec ces 500 000 € le prêt qui lui reste de 400 000 €. Il aura donc quelque part un disponible de 100 000 € qui va lui permettre aussi peut-être de faire autre chose avec. Donc, c'est des montages aujourd'hui qui sont tout à fait possibles, qui se font. D'ailleurs, on est en train d'en faire un. Avec un petit bémol quand même, j'ai mis en dessous le cas de l'intégration fiscale, le régime mère-fille. Alors, quand on refinance au travers d'une SPFPL, si c'est un pharmacien qui est titulaire tout seul, entre guillemets, on peut arriver très vite à une situation où il détient 100% de la SPFPL et il détient 95% de la SEL. Là, on nous dit 95% de la SEL, on pourrait faire une intégration fiscale. Attention, il y a un dispositif fiscal qui s'appelle une bête que les fiscalistes n'aiment pas trop, qu'on appelle l'amendement Charras.
et que dans le cadre d'un amendement Charas, en fait, si on fait une intégration fiscale, on n'a pas la déductibilité des intérêts si on vend à soi-même. Donc, si vous refinancez à titre personnel, n'optez pas pour le régime de l'intégration fiscale. Voilà, c'était une petite parenthèse. Je laisse la parole à M. Haberbusch qui va, après les juniors, continuer avec les seniors. La sortie des seniors, effectivement. Alors, sortie, c'est un grand mot. Hein. C'est surtout la transmission possible pour les pharmaciens seniors. Alors, ne vous offusquez pas, c'est l'expérience qui parle. Et effectivement, là aussi, la transmission des officines aujourd'hui, c'est un point clé. On sait aujourd'hui que quand on regarde la courbe, on va dire, démographique des pharmaciens titulaires, la moyenne d'âge étant aujourd'hui de 55 ans, si je ne m'abuse, ou 56 aujourd'hui, il est clair qu'on va rentrer dans un paysage de transmission des officines. Et la SPFPL peut être une belle opportunité, justement, de cette transmission des officines pour les pharmaciens seniors. Sur la vente à soi-même, si vous voulez briller dans les soirées, on appelle ça un OBO, Owner Buyout. Voilà, on utilise ça les praticiens. Donc si vous êtes intéressé, OBO, avec toujours cet effet de levier dont a parlé Laurence. La sortie du pharmacien, ça va être un tout petit peu plus technique. Je vous ai juste présenté un mécanisme qui permet un avantage fiscal non négligeable en fait sur la plus-value. Donc la différence entre le prix d'acquisition et le prix de cession qui est normalement taxé fortement. Si je suis pharmacien installé depuis longtemps et que je cède mes parts de sel, la plus-value que je vais dégager sur cette cession est imposée en principe à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Sauf dispositifs dérogatoires, il y en a plusieurs et récemment ils sont un peu plus intéressants qu'avant avec notamment des abattements qui peuvent aller jusqu'à 85%. Mais globalement on a quand même une imposition qui est forte. Donc on peut imaginer dans ce cas-là de faire ce qu'on appelle un apport cession. Donc l'apport cession c'est la chose suivante, au lieu de racheter mes parts de sel, je les apporte à la SPFPL, donc je les mets au capital, si vous voulez, je les donne à la société, à la SPFPL, en échange de titres de cette SPFPL. C'est une forme de vente, mais ce n'est pas une vente. On est simplement dans un apport rémunéré par des titres de SPFPL. Et ce mécanisme-là, ça permet en fait de ne pas être imposé sur la plus-value. Donc c'est très intéressant. Contrairement à la cession, on n'a pas d'imposition sur la plus-value. Si on garde les titres reçus en rémunération de l'apport pendant 3 ans. Donc, j'apporte mes titres et je ne bouge pas pendant 3 ans. Si, à l'issue de ces 3 ans, je cède mes titres pour partir à la retraite ou pour faire n'importe quoi, j'ai une fiscalité qui est de l'ordre de 4%, c'est-à-dire la quote-part de frais-échange de 12%, taxée à l'impôt sur les sociétés, donc uniquement 4%. C'est exceptionnel. Cocorico, ça n'existe qu'en France, et c'est vraiment une spécificité. Souvent, on se targue de ne pas avoir une fiscalité, ou on se plaint de ne pas avoir une fiscalité intéressante. En France, ce mécanisme-là, qu'on appelle l'amendement Copé entre praticiens, du nom de son instigateur, est très, très intéressant. On a une plus-value taxée uniquement à 4%. Ça permet, si vous voulez, de remonter du cash dans la SPFPL en étant taxé au minimum. Ça peut être en fait couplé aussi avec les opérations qu'a expliqué Laurence tout à l'heure de cession et d'apport. On peut tout imaginer, coupler une cession avec un apport. La cession désendette le pharmacien et l'apport lui permet de se ménager une fiscalité douce pour sa sortie. Dernier point d'utilisation des SPFPL qui est très novateur à notre sens, et c'est pour ça aussi qu'on voulait le mettre en exergue, parce que ça se voit encore peu en pratique. On est en train d'en mettre quelques-uns en place, mais ça peut être très intéressant, c'est créer un lien capitalistique entre plusieurs selles. Donc, ça fait partie de l'objet de les SPFPL, je l'ai dit en préambule, rendre des prestations de services à des selles dont elle détient des participations. Donc, on peut imaginer, si vous voulez, de mutualiser une partie des tâches.
Si j'ai 2 pharmaciens qui exercent tous les 2 en sel et qui se disent « Ah, tiens, moi j'aimerais bien que toi tu t'occupes de ma comptabilité et des achats ». Par exemple, l'autre a envie, par exemple, de lever un peu plus le pied et a moins de sensibilité aux marges et à l'achat. Il peut confier la gestion de ses achats à son confrère par le biais d'une SPFPL. Le confrère à qui il confie cette gestion-là va être dirigeant de la SPFPL, qui, elle, va rendre des services au sel. Par exemple, les achats, la comptabilité, l'informatique. On a une vraie centralisation, on peut aller en tout cas jusqu'à une vraie centralisation de services communs. Et ça, c'est nouveau parce qu'avant, on était bloqué sur les prestations de services entre sel. 2 sel ne peuvent pas se rendre de prestations de services. L'ordre va nous retoquer et on va avoir de vrais problèmes. Donc, on est obligé de créer des sociétés de consulting, par exemple, ou des fausses immatriculations sans que l'ordre le sache. Ce que la pratique fait. Mais là, on a un vrai cadre juridique qui nous permet de rendre des prestations de services entre sel. Avec toujours cette limite de la participation de la SPFPL dans 3 sel. Donc on est très, 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 très vite limité. Alors, effectivement, ça c'est important parce que c'est vrai que cette SPFPL, c'est une nouvelle structure, mais elle va peut-être nous permettre aussi de revoir notre organisation métier. Puisque de par, on va dire, la complexité métier aujourd'hui et la recherche justement d'une performance économique de nos officines, il est clair que la structure de la SPFPL va permettre, on va dire, une externalisation ou une mutualisation des services, comme vous l'avez évoqué, achats et autres supports. Donc ça, c'est une vraie réflexion dans l'évolution de notre métier et voilà, c'est un point vraiment à garder en mémoire dans notre exercice futur. En mémoire aussi pour ce schéma-là, pour ceux qui sont concernés, les questions d'ISF. Attention, un seul niveau d'interposition et attention à la trésorerie dans la SEL. Parce que la trésorerie dans la SPFPL, si elle n'est pas considérée comme nécessaire à l'activité, sera potentiellement rentrée dans l'assiette de l'ISF. C'est une parenthèse. Alors, on va maintenant aborder, on a vu comment rentrer au sein d'une SPFPL, ou plutôt comment créer la SPFPL. Alors, comme on est toujours dans une vision anticipative, après être rentré, on parle de sortie de la SPFPL. Alors, il est vrai que si on crée une SPFPL, il faut savoir comment en sortir demain, sur du moyen ou du long terme. Mais c'est la première chose aussi qu'il faut envisager, même si il est clair que, on va dire, au niveau législatif, les choses peuvent évoluer, mais on fait état de la sortie potentielle aujourd'hui de la SPFPL à l'heure actuelle. Et Marie le dit à juste titre, on espère que ça évolue parce qu'on a un casse-tête. On nous a mis dans le Code de la santé publique un article R5121-24-11 qui nous dit que la radiation de la SPFPL de pharmacien d'officine au tableau de l'ordre emporte sa dissolution. Ça veut dire qu'à partir du moment où je cède les parts sociales de la SPFPL ou les titres qui sont détenus par la SPFPL, je perds mon objet, puisque le seul objet, c'est de détenir ses parts. Je suis radié du tableau de l'ordre et je suis dissous. Et si la SPFPL est dissoute, c'est une taxation plein pot, la pire qu'on puisse imaginer pour le cash qui serait éventuellement à l'intérieur, qui viendrait par exemple de la cession des parts. Donc on a un vrai problème, c'est-à-dire que pour l'instant, contrairement aux holdings dont je vous parlais qui peuvent être patrimoniales, qui peuvent garder le cash, si j'ai une holding patrimoniale classique, je peux garder du cash dans ma holding après la cession et en faire à peu près ce que je veux. Toujours dans la limite de l'abus de biens sociaux. Mais par exemple, si je veux louer un appartement sur la Côte d'Azur, avec ça, je peux très bien m'en servir comme outil d'investissement, en fait. La SPFPL, on est bloqué. On ne peut pas s'en servir comme outil d'investissement à l'heure actuelle. Pour sortir de la SPFPL, c'est donc un casse-tête parce que personne, évidemment, ne sera intéressé par racheter des parts de SPFPL. Personne n'a d'intérêt à faire ça puisque cette personne-là perdrait l'effet de levier. Elle a aussi envie, elle, de créer sa SPFPL pour racheter des parts de sel. La dissolution, je vous l'ai dit, c'est rédhibitoire, donc c'est à éviter. Alors, on a 2 solutions qu'on a imaginées en pratique. La première, c'est effectivement de fusionner la SPFPL avec la SEL seulement une fois que la SPFPL a fini de rembourser l'emprunt. Ça permet de faire disparaître tout simplement la SPFPL, garder que la SEL, mais on ne bénéficie pas dans ce cas-là de la fiscalité très intéressante, le fameux amendement Copé dont je vous ai parlé, on n'en bénéficie pas. Donc ça peut être moins intéressant fiscalement au niveau de la taxation de la plus-value. Et la deuxième solution, elle est
Elle est très novatrice, elle peut marcher aussi. Si d'ici à ce que les praticiens soient confrontés, la législation n'est pas changée, on peut créer une holding patrimoniale à côté, par exemple une société civile, qui a pour objet un investissement au bénéfice du praticien, du professionnel, du pharmacien, et fusionner cette société patrimoniale qui aura été anticipée, qui aura déjà eu une activité, avec la SPFPL, au moment de la cession de parts. Ça permet d'éviter en fait la dissolution de la SPFPL et de faire remonter le cash dans une société patrimoniale. Une fois que j'ai mon cash dans ma société patrimoniale, j'en fais ce que je veux dans les limites que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc voilà, on espère que ça change, on invente des solutions et pour l'instant, voilà où on en est. Enfin, c'est 2 solutions envisageables en tout cas, et les plus courantes. Alors, à présent, donc, nous allons échanger. J'espère qu'il y a des questions, puisqu'on a vu effectivement que la SPFPL, cette nouvelle structure, ouvre des perspectives. C'est plus que positif, c'est une nouvelle alternative à notre métier. Perspective pour les pharmaciens dans le cadre de la transmission, on l'a compris. Belle perspective possible pour les jeunes pharmaciens. Peut-être qu'avant que vous émettiez des questions et qu'on fasse circuler le micro dans cette salle, j'interpellerai peut-être Christian Barthes, donc le président du Conseil de l'Or, la région Alsace, qui se cache en se disant effectivement pas de questions. En plus, juste à aparté, comme cette conférence effectivement est retransmise, nous sommes connectés et avant de laisser la parole à Christian Barthes, je salue également la faculté de pharmacie de Lille et le professeur Thomas Morgenroth qui suit cette conférence en direct, qui est professeur de gestion au sein de la faculté de pharmacie de Lille. Donc tout le monde est tout oui quant aux pratiques régionales et au niveau de l'ordre. Monsieur Barthes, ma question est très directe. Aujourd'hui, en pratique, est-ce que vous voyez de plus en plus ou est-ce que cette structure commence à être présente au sein de vos commissions ? Donc c'est vrai que ce sont des structures qui prennent beaucoup d'importance actuellement. Donc au niveau national, à l'heure actuelle, on a 650 SPFPL qui sont inscrites au tableau de l'ordre. En Alsace, il y en a 25, très exactement à ce jour. Mais lors de nos réunions, c'est vrai qu'on inscrit en moyenne 3 à 4 SPFPL à chaque réunion actuellement. Pour compléter ce que disait M. Haberbusch quant à la dissolution et à la radiation de ces SPFPL de l'ordre, l'ordre a également une mission de contrôle de ces SPFPL. Et donc, on est amené à contrôler au moins une fois tous les 4 ans, aussi bien la composition du capital que les activités de ces SPFPL. Donc justement pour voir si le capital est toujours détenu par des pharmaciens, bien sûr, et puis les activités, si ça a toujours un rapport avec la pharmacie. Donc voilà en gros ce qui se passe au niveau des SPFPL au niveau local. Voilà. Merci pour cet éclairage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Hein. L'idée étant du pratico-pratique, on a essayé de vous dépeindre les différentes configurations. Qu'est-ce que la SPFPL ou le holding? En pratique, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, elles permettront au contraire d'alimenter cette soirée, cet échange. À un moment donné, il a été fait mention... Peut-être se présenter. Frédéric Laurent, ancien titulaire. À un moment donné, retraité, oui. À un moment donné, il a été fait mention du RSI, du régime général. Je voudrais avoir l'intérêt d'être soit au RSI, soit au régime général, surtout sachant tous les problèmes qu'il y a en ce moment avec le RSI par rapport au SARL et au SAS. Le RSI est moins cher. Les charges qui pèsent sur un titulaire RSI sont moindres. Par contre, ça peut vraiment se discuter par rapport à la protection sociale qui peut être différente entre l'un et l'autre. Parce que finalement, pour arriver à une protection sociale identique, il va falloir à peu près mettre la même chose en complément sur un titulaire RSI. Donc chaque pharmacien là sera un cas particulier, mais c'est difficile de tirer une règle générale. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en SAS, même le président, si les pharmaciens cotisent quand même à la CAVP. Donc, ils cotisent à la caisse de retraite TNS, si on veut. Donc, si on veut vraiment faire une distinction, il faudrait lui donner une rémunération, entre guillemets, pour le mandat de gestion
et lui donner une rémunération pour son travail. Il faudrait bien distinguer les deux. Et une deuxième question concernant les 5% d'obligation de détention du capital. On en discutait tout à l'heure. Le problème se pose pour deux co-titulaires, puisque chacun doit détenir 5%, et on ne peut plus faire l'intégration fiscale à ce moment. Est-ce qu'il y aura il y a des dispositifs législatifs qui vont être amenés à changer cette disposition? À ma connaissance, aucun. Pour l'instant, à ma connaissance, mais effectivement, là-dessus, pour moi, c'est le décret en fait qui est légèrement ambigu dans sa formulation et qui pourrait laisser croire à ce que la SPFPL puisse remplacer cette obligation de détention directe des 5%. Mais pour l'instant, en pratique, on ne le fait pas parce que pour nous, ça manque de clarté. Donc, je ne sais pas si c'est amené là-dessus, je n'ai pas plus d'informations. Bon, l'information, j'en ai pas vraiment beaucoup plus, mais c'est vrai que c'est une des demandes de la profession, en tout cas, pour pouvoir bénéficier de l'intégration fiscale qui est tout l'intérêt, enfin un des principaux intérêts de ces montages. Et donc on espère peut-être dans la loi de santé à venir, là au mois de septembre, que ce seuil des 5% n'existe plus, en tout cas pour la profession de pharmacien. En fait, pour moi, c'est même une spécificité, ça n'existe dans aucune autre profession libérale. Et effectivement, ça doit changer, c'est évident. Ça, c'est effectivement un point important et il est clair qu'on comprend bien que cette structure va évoluer au fil du temps et qu'il faut avoir des points de vigilance au niveau de ces structures. D'autres questions? N'hésitez pas. Oui. Bonjour, Nicolas Stahl, jeune pharmacien. Je pose une question pour ma mère qui n'ose pas. Et c'est par rapport au régime des plus-values, il y avait une opportunité légale d'exonération de plus-value. Il me semble lorsqu'on cède en une seule fois dans une règle de 2 ans, il me semble, il y avait après départ à la retraite. Qu'en est-il et est-ce que ça a changé? Ma question est peut-être un peu pointue, je m'en excuse. Alors, c'est vrai que le dispositif a changé début 2014. Donc, au niveau de cession de parts, si elles sont détenues depuis plus de 8 ans, vous pouvez avoir une exonération, je dirais, normalement c'est de 65% dans le cas d'un départ à la retraite. Si vous cédez la totalité, ça peut aller jusqu'à 85%. Et en plus, dans le cas du départ à la retraite, vous avez un abattement de 500 000 € de la plus-value. Donc, ce qui laisse quand même déjà une certaine latitude et peut-être même une possibilité d'exonération en fonction du montant de la plus-value. Qui reste soumise, juste une précision, qui reste soumise aux prélèvements sociaux. Oui, qui reste soumise notamment à CSG et CRDS. Donc les 15,5 de prélèvements sociaux, ceux-là malheureusement ils sont maintenus. La question était plus que pertinente. Alors monsieur. Bonjour, c'est Robert, je suis titulaire et j'aimerais savoir si les pharmaciens, donc gérants de SPFL et de toutes ces sociétés, ils vont être obligés de cotiser encore à la CAVP. Le pharmacien reste titulaire de son officine et donc majoritaire. Donc s'il est en SARL, c'est ce qu'on évoquait avant. Donc il continuera à cotiser à la CAVP, quoi qu'il arrive. Il ne sera pas rémunéré au niveau de la SPFPL, je dirais, parce qu'il a son activité au niveau de la SEL. Donc aujourd'hui, il continuera à cotiser à ce titre-là au niveau de la CAVP. Lucas Fattori, cabinet Michel Simon. On a vu que la SPFPL permettait d'avoir un solde de trésorerie plus important en fin d'année comptablement. Est-ce que d'un point de vue financier, on constate effectivement une diminution de l'apport personnel nécessaire pour acheter une pharmacie? Précisez votre question par rapport au...
Par rapport aux quotités d'apport qui sont demandés de manière générale lors du rachat d'une officine, est-ce que la SPFPL permet effectivement de diminuer cette quotité qui est demandée, que vous citiez avant en moyenne de 20%? Oui, certainement. Et ça a été démontré dans le tableau de Laurent Stockel. Le fait de financer le rachat d'une officine déjà par la SPF, a déjà l'estimation des parts qui est faite. Et donc, on disait tout à l'heure, entre l'actif et puis le passif. Donc la valeur va être réajustée à ce niveau-là. Ensuite, les prêts qui existent aujourd'hui au niveau de la SEL restent en place. Et c'est la SEL qui va continuer de les rembourser. Et le cas échéant, avec le résultat qu'ils obtiennent, font remonter les dividendes pour rembourser le prêt de la SEL. Et donc on peut imaginer effectivement que les possibilités d'emprunt sont plus importantes dans le cadre d'un montage mixte SPFPL et SEL. Ce qu'il faut savoir, c'est que je dirais l'apport personnel va rester globalement une moyenne de 20% quand même du montant du financement, mais c'est par rapport à ce financement. Dans le cas de rachat de parts sociales, on aura peut-être un financement qui sera moindre, donc 20% d'une somme moindre, ce sera forcément moindre, et de plus, au travers d'une SPFPL, on aura une meilleure rentabilité et une meilleure position, je dirais, pour pouvoir rembourser l'emprunt. Donc je dirais les deux vont de pair. Oui. Donc on continue à compter sur les 20% de manière globale. Pas loin quand même, oui. Je disais tout à l'heure entre 15 et 20%. Ensuite, ça dépend aussi de la rentabilité. Plus la rentabilité est forte, moins l'apport est important. Donc là, on va effectivement essayer d'équilibrer le montage. Je peux faire part d'une expérience. On a à peu près fait une dizaine de financements aujourd'hui au CMPS, entre SPFPL et SEL. Il y en a 2-3 qui ont passé l'année d'existence. On n'a eu aucun souci de remontée de dividendes pour faire face auprès de la SPF. Avec le recul, c'est vrai qu'on a peu de recul. Vous avez vu que le décret daté de 2013. Donc avec peu de recul qu'on a, les cas sont tout à fait positifs au jour d'aujourd'hui. Ça nécessite aussi des financements particuliers, dans la mesure où il faut attendre la remontée du dividende pour rembourser. Oui, je disais que ça nécessite aussi des financements particuliers dans la mesure où il faut attendre la remontée des dividendes, comme ça se fait dans des entreprises normales. Tout à fait. Pour assurer les financements. Tout à fait. Je vous l'avais d'ailleurs, je crois, dit tout à l'heure. Le prêt de la SPF peut tout à fait se voir sous une forme de remboursement annuel. C'est des choses qu'on pratique. C'est pour ça que je disais il y a 2 minutes qu'on n'a pas eu de souci de remontée de dividendes et de remboursement de prêts de la SPFPL, dans la mesure où les dividendes étaient toujours suffisants et que ça a permis de faire face. Et donc on garde cette échéance annuelle. On peut opter pour une échéance mensuelle si on le souhaite, sous forme d'acompte de dividendes. Oui, une question. Non, juste pour que je comprenne bien, lorsque le pharmacien qui avait une SPFPL vend ses titres, est-ce qu'à ce moment-là, il est automatiquement radié de l'ordre? Si tous les titres sont vendus, oui. Automatiquement? Pour moi, oui. Donc il doit absolument garder une participation quelque part pour ne pas subir qui, à mon avis, est une erreur dans le texte. C'est un oubli du législateur, ça. Tout à fait. C'est dramatique, cette histoire-là. Un cadeau empoisonné. Parce que même la formule que vous avez dit avant, je fais une SPFPL, apport préalable et vente, ça tombe à l'eau avec ça. Si j'ai mon cash dans la SPFPL, il va falloir que si vous voulez, si je remonte du cash effectivement dans la SPFPL et que je le sors ensuite en dividende, c'est taxé comme les dividendes d'une SEL. Donc fortement, abattement de 40% hier et prélèvements sociaux. Donc c'est fortement taxé. Donc il faut trouver un moyen effectivement. Il faut garder quelques titres dans une pharmacie quelque part. Par exemple, ça peut être une idée. Ou voir comment les ordres respectifs vont dissoudre ou non la société. Voir la pratique de l'ordre, effectivement, là-dessus. Je pense que l'ordre, comme d'habitude, fait preuve de compréhension mais d'application de la loi aussi. Le problème, c'est qu'on a un texte, en fait, voilà. Oui, pour l'instant, de toute façon, c'est vrai que ça ne se présente pas encore. Mais bon, après, l'ordre n'est pas là pour sanctionner et pour faire du tort aux confrères.
On ne va pas dissoudre enfin, on ne va pas les radier comme ça. Je veux dire, il y a toujours une procédure de mise en demeure, de mise en régularité des différentes sociétés, même dans le cas d'un contrôle. Hein. Si vous avez une SPFPL, vous êtes censé signaler dans le mois qui suit, admettons que vous vendiez des parts de la SPFPL à un pharmacien, donc vous êtes censé déclarer la nouvelle composition du capital à l'ordre dans le mois qui suit. Si au cours d'un contrôle, l'ordre se rend compte que le capital n'est plus celui qui a été déclaré à l'ordre, il y a une mise en demeure, il y a un délai pour régulariser, donc on est là pour soutenir les confrères et pour les aider aussi. Hein. On n'est pas là pour sanctionner. Non, mais cette sortie, franchement, elle est dramatique. J'ai vendu les titres. Si effectivement on regarde 5%, jamais je touche mon argent là. Puisque j'ai vendu les titres, si la SPFPL a vendu ses titres, je garde une participation, je suis bloqué parce que la SPFPL ne peut pas faire autre chose que de la pharmacie, si j'ai bien compris. Donc mon argent est bloqué, je ne peux rien faire. Ce que j'aimerais faire dans l'absolu, c'est la transformer en société patrimoniale. Mais ça, je ne peux pas. Non, effectivement. Je le ferai. Il faut se battre pour changer votre texte, les gars, parce que ça, effectivement, c'est un texte problématique. Dramatique, ça. Dramatique. Parce que là-dessus, l'ordre pourra rien jouer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va transformer, ce sera dissous. Donc voilà. D'où l'intérêt de la fusion, pour moi. Je peux encore faire un petit commentaire concernant les SPFPL qu'on a en Alsace. Donc pour l'instant, toutes celles qu'on a, enfin toutes celles, en tout cas la majorité, je pense à peut-être 75% des SPFPL qu'on a inscrites à l'ordre, ce sont à chaque fois des SPFPL créés par le pharmacien titulaire qui détient déjà la majorité des parts de sa SEL. Et donc, il crée sa SPFPL pour reprendre les parts qu'il détenait déjà dans la SEL. Donc, c'est juste un réaménagement au niveau des pharmacies existantes. On a très peu d'entrées dans le capital de jeunes pharmaciens pour l'instant avec ces montages-là. C'est à développer. Il faut que les praticiens s'en emparent de ça aussi, parce que je pense que ce n'est pas encore totalement partagé. Un jeune qui rentre, c'est une SPFPL de manière quasi automatique. C'est clair. Madame, vous aviez un commentaire ? Une réaction, hein. Le schéma dont parle Christian, ok, mais le problème est comment en sortir. Donc on se retrouve, comme moi, lorsque j'ai acheté en SEL, on ne savait toujours pas comment on pouvait sortir d'une SEL. Maintenant, on peut en sortir si quelqu'un nous l'achète avec une structure de holding. Mais soi-même, une fois qu'on se met en SEL, en holding, comme tu sembles le dire, qu'est-ce qu'on va faire ? Si on n'a pas de SCI patrimonial par ailleurs, on ne peut rien faire. J'y reviens, hein. Vous avez deux options. Soit vous attendez que le législateur revienne à la raison. Ça, c'est la première option. Ce qui n'est pas forcément gagné, mais la deuxième option, la sortie par fusion, elle marche. Une fois que j'ai bénéficié des effets intéressants de la SPFPL, je peux la fusionner avec ma SEL ou au-dessus avec une autre société. Ça marche, hein. C'est pas des tours d'alchimiste, hein. Ça marche, c'est clair. Hein. Une fois que le prêt est remboursé, en fait, la SPFPL n'a plus intérêt d'être. Donc on peut très bien envisager une fusion. Donc on n'est pas obligé d'attendre qu'on veut sortir de la SEL pour vendre ou pour... Donc on peut le faire tout de suite, une fois au bout de 12 ans, quand le prêt est remboursé. Oui. Effectivement, ça marche mieux en tout cas, sinon ça devient compliqué. Il est clair qu'une demande des syndicats dans l'évolution de la structure pourrait être adéquate. D'autres questions vives sur ce sujet ? Je vous propose le dernier effectivement, point d'orgue sur cette présentation rapidement pour vous faire un bref rappel donc, des deux diplômes afin de faire évoluer notre profession également. Donc l'executive MBA que j'ai évoqué au début. Et puis un petit nouveau, justement, on parlait dans le cadre de la SPFPL de l'entrée des jeunes. Il y a 2 ans, on a créé le DU Management de la pharmacie d'officine. Je sais qu'il y a plusieurs jeunes pharmaciens ici dans la salle pour lesquels, effectivement, ce DU a retenu leur attention. L'intérêt de ce DU, c'est de leur apporter un éclairage court, une formation de 3 mois pour les pharmaciens ayant validé leur 6e année, avec déjà des notions fortes en management et en marketing stratégique.
Et on le comprend aujourd'hui avec ce sujet de ce soir sur les SPFPL, qu'il est important d'intégrer les nouvelles composantes métiers, et cela le plus rapidement, mais surtout de la façon la plus éclairée possible. Donc, vous retrouverez l'ensemble des informations de cette conférence et des supports sur le site de l'École de management de Strasbourg, ainsi que les plaquettes des 2 diplômes. Et puis, je tenais à remercier vivement encore les intervenants protagonistes et vous également pour les échanges fort captivants de cette soirée. On a essayé de tenir les 60 minutes, donc je remercie Laurent Steckel de KPMG, Maître Haberbruch également pour cet éclairage juridique, Monsieur Chable du CMPS, effectivement, puisque le montage financier est clé aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas en tout cas, si vous souhaitez d'autres informations, on a compris effectivement que la transmission d'officine était clé. Vous retrouverez également des informations sur le site capitalpharmaconsulting.com, justement sur des séminaires de transmission pour les officines. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous invite à rejoindre le cocktail pour les échanges.